Bonjour et bienvenue pour ce mini-webinaire numéro 8 proposé par l'association FIMECO. Nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir à l'entrée en formation professionnelle avec des troubles cognitifs. L'objectif de ce webinaire est d'apporter des conseils, des observations liées à notre expérience quotidienne avec l'association FIMECO. Je suis Élodie Rémy, psychologue neuropsychologue et présidente de l'association. L'association FIMECO, créée depuis décembre 2022, vise à favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi avec des troubles cognitifs. Nous avons plusieurs objectifs, notamment d'appuyer des dispositifs d'insertion et de maintien dans l'emploi, ce que nous faisons notamment grâce au marché AGFIP que nous avons remporté et que nous portons depuis janvier 2023. Nous avons remporté donc le marché des services d'appui spécifiques et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure l'objet de ce marché. Je vous montrerai un exemple d'accompagnement. Nous cherchons, pardon, à intervenir au plus tôt dans le parcours des travailleurs, des futurs travailleurs en situation de handicap invisible. Le but est de limiter au maximum les errances des travailleurs et des familles. Et enfin, nous espérons accompagner les organismes de formation et les employeurs dans l'accueil et l'inclusion de travailleurs en situation de handicap invisible. Nos équipes regroupent des salariés, dont des psychologues neuropsychologues, des CPPS, des conseillères professionnelles de proximité spécialistes des troubles cognitifs et une psychologue ergonome. Et nous collaborons avec ICOM Provence, qui est une association marseillaise experte en solutions numériques de compensation, qui assure notamment une mission de veille relative à l'innovation et qui nous permet d'avoir l'appui d'ergothérapeutes spécialistes dans les conséquences des troubles cognitifs sur les activités d'apprentissage et sur les activités professionnelles. Le marché des services d'appui spécifiques, AS, TND13, donc troubles neurodéveloppementaux dans le département, est donc financé par l'AGFIP et le FIP. Il vise à mobiliser des prestataires spécialistes dans des typologies de handicap pour intervenir en appui à des prescripteurs. Donc, tous les prestataires AS interviennent, sont spécialisés dans leur typologie de troubles. Donc, nous, chez FIMECO, nous portons l'AS troubles neurodéveloppementaux. Nous sommes donc spécialisés dans les troubles cognitifs. Nous accompagnons à la compensation du handicap vers la sécurisation des parcours et nous pouvons intervenir en emploi et en formation. Les conditions pour pouvoir mobiliser ce type de projet est d'avoir un projet professionnel en milieu ordinaire, à l'inverse d'un projet, par exemple, en milieu protégé, ce qu'on appelle les ESAT. Une prescription doit être établie par France Travail, Cap Emploi, les missions locales des employeurs publics ou des employeurs privés. Et il faut qu'il y ait une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en cours de validité. Donc, cette reconnaissance est accordée par la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Avantage de ce dispositif, il est entièrement financé par la GFIP et le FIP, donc autant le prescripteur que le bénéficiaire n'a rien à débourser. Et puis, il s'adresse à tout âge, en tout cas à partir de 16 ans, c'est-à-dire à partir du moment où le bénéficiaire peut avoir une reconnaissance de travailleur. Je souhaitais donc vous montrer la vidéo que nous avons réalisée l'année dernière avec l'aide de la mission locale du Delta à Arles sur une situation que nous avons accompagnée, la situation de Léa. Je vous laisse la visionner. C'est ma fille. J'ai toujours soutenu Léa sur le plan émotionnel et professionnel et je suis très fière d'elle. Quand j'ai reçu Léa avec sa maman pour son inscription en CAP palefrenier, j'ai lu son dossier de reconnaissance RQTH et face à ses troubles cognitifs, j'ai été sollicitée les aides que je pouvais mobiliser pour l'accompagner sur le temps de sa formation. Cap Emploi 13 a accompagné le projet professionnel de Léa, mobilisé les aménagements nécessaires à la réussite de ce parcours emploi-formation. Et en raison de son handicap cognitif, nous nous sommes appuyés sur un prestataire spécialisé de l'AGFIP
Primeco. Nous avons accompagné Léa en identifiant des moyens de compensation et en faisant des préconisations au CFA et en entreprise dans le cadre d'un appui spécifique financé par la GFIP et sur prescription de Cap Emploi. Cap Emploi 13 a accompagné l'employeur, la salariée et le médecin du travail pour mobiliser les aides et dispositifs nécessaires pour sécuriser le parcours professionnel de Léa. Ainsi, une demande de reconnaissance de lourdeur du handicap appelée RLH a été faite pour couvrir les charges importantes supportées par l'employeur du fait des conséquences du handicap de Léa. J'ai adapté le poste de Léa à sa situation et je suis très satisfait de son travail. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 17 ans. Mon parcours scolaire a commencé par une reconnaissance, un DPH par mon CP jusqu'en classe Ulysse. Et après, j'ai fait SECPA jusqu'à le 6e ou en 3e. Et après, je suis allée en lycée professionnel pour vivre de ma passion. Et j'ai signé un contrat avec mon patron. Ma passion, c'est être palefrenier-soigneur, m'occuper des chevaux, les soigner, les sortir, euh, les travailler. J'aimerais être tout le temps avec eux. J'ai fait des stages en 7 troisième et quatrième. J'ai fait des longs stages et franchement, c'est ça, ça m'a rendu compte que j'aimais. Et ça m'a permis à plus s'ouvrir, être plus sociable et surtout, ça m'a apaisé. C'était un peu parcours combattant parce que les classes, les écoles, c'était compliqué parce que moi, j'avais des troubles invisibles, même 10. Sauf le 10 d'écriture. J'ai une belle écriture, voilà. Et déjà, trouver des places pour moi, c'est soit on trouvait et quand on voyait mon dossier, il me faisait non merci. Et trouver un patron aussi, pareil, c'est compliqué avec les troubles et c'était très compliqué. Maintenant, j'en ai trouvé un, il est super et heureusement. Et je suis allée dans un lycée parfait. Quand j'ai signé mon contrat, c'était la partie plus facile, on va dire. Et après, j'ai eu la partie plus compliquée, au lycée, où j'ai commencé sans AVS. Mes profs, ils n'étaient pas forcément au courant que j'avais des difficultés. Donc, il fallait tout expliquer au début et un peu devant tout le monde. Donc, c'est un peu la honte. Mais ça s'est fait après à la fin parce que maintenant, j'ai une AVS. Mes profs ils sont au courant de mes difficultés, donc ils font plus attention. Il faut les mettre tout ça en place, donc ça prend beaucoup de temps. Ma classe, ma classe est très bruyante, donc c'est compliqué. On est mélangé avec les jardiniers. Les palefreniers, on n'est pas beaucoup, on n'est que 4. Donc on est beaucoup avec les garçons. Donc les garçons sont très bruyants, ils font beaucoup de bruit, mais sinon ça va. Oui, je me suis sentie accompagnée par ma maman d'abord, après où je travaille. Et avec toutes les autres personnes, ils m'ont beaucoup entourée, ils m'ont donné beaucoup de conseils. J'ai eu des rendez-vous avec eux, des réunions. Ils m'ont donné des choses, des outils pour travailler. J'ai eu un stylo lecteur, j'ai eu un objectif qui est très rigolo. Ma maman elle m'a aidée dans les paperasses, dans les devoirs. Elle me lisait les consignes, elle me lisait les devoirs, comme je peux pas lire. Elle était toujours là, à me pousser et être ma maman en fait. Oui, je suis presque arrivée au but avec mes anges gardiens et grâce à ma détermination. Oui, très fière. Très fière de moi et très fière de nous parce que c'était un travail d'équipe. Dans pas longtemps, je vais avoir mon diplôme. Donc voilà le témoignage de Léa. Si j'ai souhaité vous le montrer si j'ai souhaité vous le montrer, pardon, c'est parce qu'il est très complet et représentatif des actions qui peuvent être entreprises autour d'un bénéficiaire en situation de handicap et là de trouble 10 en l'occurrence. On voit qu'il y a eu beaucoup de personnes mobilisées dans le parcours de Léa et que ce parcours a été mobilisé tôt, dès la SECPA. En classe SECPA, il y a eu des stages qui ont permis d'expérimenter des projets professionnels. Les besoins en compensation avaient déjà été identifiés en amont de l'entrée en formation. La famille de Léa avait mis en place beaucoup d'accompagnement thérapeutique. Il y avait aussi beaucoup de bilans qui avaient été mis en place. Le projet était cadré. Malgré tout, en rentrant en CFA, il a été nécessaire de mobiliser encore
d'autres équipes qui ne sont pas les mêmes, parce que quand on passe entre la formation initiale et la formation professionnelle, il y a des aides qui ne se poursuivent pas, c'est ce qu'on va voir. Donc il faut pouvoir anticiper pour changer de mode d'accompagnement. Et c'est important d'anticiper et sur le projet et sur les besoins en compensation au plus tôt. Donc l'objectif de ce séminaire, c'est aussi de vous donner des informations pour vous donner les moyens d'anticiper au mieux sur le projet professionnel. On recontextualise la situation de handicap cognitif. Il faut savoir que 80% des situations de handicap sont invisibles. Alors, il y a le handicap cognitif, certes, il y a aussi les handicaps psychiques, par exemple. Les troubles cognitifs sont très régulièrement l'objet de mauvaises interprétations dans la vie quotidienne. On peut avoir le sentiment que la personne n'a pas l'air impliquée dans son travail, que la personne n'a pas l'air très intelligente car elle ne comprend pas ce qu'on attend d'elle, que la personne n'a pas l'air motivée, la personne a l'air de faire exprès. Il faut être très vigilant. Dans les cas de situations de handicap invisible, il y a ce que l'on observe, ce que l'on interprète, et la réalité de processus complexes et multidimensionnels qui entrent en jeu dans la compréhension du retentissement d'une situation de handicap. Je vous représente celui-là, j'aime bien le présenter lors des webinaires que je présente, l'inventaire des fonctions cognitives qui a été réalisé par Mathieu Serbet, qui est très intéressant parce qu'il montre aussi combien les fonctions cognitives sont reliées à des activités complexes. Donc, par exemple, la mémoire, bien évidemment. Alors, il y a la mémoire perceptive, la mémoire des sens. Il y a la mémoire qui s'inscrit dans le corps, la mémoire procédurale, la mémoire des gestes, comment je vais faire pour mémoriser, apprendre des gestes, des procédures. Il y a la mémoire, bien sûr, verbale, des mots que j'entends. Il y a tout ce qui est lié à l'attention et qui permet de faire le tri entre les informations qui sont pertinentes et pas pertinentes à traiter dans l'instant, la capacité à pouvoir rester concentré longtemps, même sur des tâches monotones, la capacité de pouvoir passer d'une tâche à une autre, de pouvoir gérer deux tâches en même temps. Tout ce qui va être lié aux fonctions exécutives, comment je maintiens une consigne dans ma mémoire, comment je la traite, comment je planifie mon action, comment je prends le temps de réfléchir avant d'agir, j'anticipe, j'inhibe, c'est-à-dire je me contrôle, je ne me lance pas trop vite. Donc des fois, j'arrive à réfréner des automatismes, comment déduire des règles, comment être flexible, c'est-à-dire comment passer rapidement d'une consigne à une autre, d'une tâche à une autre, comment faire face aux imprévus. Il y a aussi tout ce qui est lié à la cognition sociale, comment je me mets à la place de l'autre, comment je reconnais les émotions de l'autre, comment je perçois les codes sociaux et les intentions sociales. Et il y a la métacognition qui est aussi un champ très très important, c'est-à-dire la connaissance que j'ai de moi-même, de mon propre fonctionnement, de mes points forts et de mes fragilités. Comment je fais pour interpréter mes besoins, pour les énoncer, pour les affirmer et pour ne pas me laisser moi aussi aller à des biais cognitifs et à des mauvaises interprétations. Car c'est fréquent dans les cas de troubles cognitifs aussi que les bénéficiaires concernés aient subissent en tout cas des croyances limitantes. Les profils que nous connaissons bien, il y a bien sûr tous les troubles 10, les troubles des apprentissages, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDAH, les troubles du spectre de l'autisme de haut niveau, c'est-à-dire quand le QI reste dans la norme, et les maladies neurodégénératives ou inflammatoires, telles que la sclérose en plaques par exemple. Conseil pour penser à un projet réaliste et réalisable. Tout d'abord, il est essentiel d'analyser la situation, puisque aujourd'hui, nous ne parlons pas de handicap, nous parlons de situation de handicap. Le handicap émerge en interaction avec une situation écologique particulière. Là où une personne pourra être en situation de handicap, dans une autre situation, elle pourrait ne pas avoir de situation de handicap. Première étape, se poser la question du fonctionnement de l'individu. Quelles sont ses capacités et quelles sont aussi ses fragilités. Et là, quand il y a eu un parcours de soins, un parcours thérapeutique, des bilans, qu'il y a eu aussi ce qu'on appelle des GVASCO. Les GVASCO, ce sont des évaluations qui sont faites à l'école
au collège pour évaluer le niveau d'autonomie et les répercussions et sur l'apprentissage et sur l'autonomie au quotidien. C'est précieux. Ça permet aussi, au même titre qu'un bilan orthophonique, neuropsychologique, psychomoteur, d'avoir des éléments sur les points d'appui et les fragilités qu'il faut prendre en compte. Il est très important de se poser aussi la question des activités, en poste comme en formation. Qu'est-ce qu'on va attendre de l'apprenant, du travailleur, selon les entreprises, selon les fiches de poste, selon les référentiels de formation, ce ne sera pas les mêmes activités qui seront demandées. Et c'est vrai il faut être très vigilant. Il ne suffit pas de dire j'ai envie de faire ça pour que ce soit réaliste et réalisable. Il faut aussi prendre en compte l'environnement physique, humain et j'irais même jusqu'à dire géographique, parce que tout dépend aussi le type d'entreprise, la taille de l'entreprise. Il faut voir aussi s'il y a de l'offre sur le secteur, quel type d'offre. Pour certaines personnes que l'on accompagne, le projet, des fois, passe au second plan. On va d'abord chercher un contexte favorable et bienveillant, puisque pour pas mal de personnes, être bien en emploi est des fois plus important que l'emploi lui-même. C'est ce qui sécurise le poste, c'est ce qui sécurise la vie quotidienne et ce qui permet de se sentir bien épanoui. Il est important de solliciter des conseils au plus tôt, de demander des informations. Pour les plus jeunes, il y a les CIO, mais n'oubliez pas que dans les CIO, donc les centres d'orientation, vous rencontrez des psychologues de l'orientation, mais ils ne sont pas forcément spécialistes des situations de handicap. Donc c'est bien de venir avec les évaluations, les préconisations et d'aider les psychologues du CIO à cibler leurs recherches. Plus tard, il y a l'émission locale entre 16 et 25 ans, France Travail, Cap Emploi, qui peuvent accompagner dès 16 ans avec des reconnaissances en qualité de travailleurs handicapés pour mobiliser des aides selon les besoins en formation ou en emploi. Il est utile aussi de contacter directement les établissements scolaires et les organismes de formation, les CFA, les MFR, les lycées, pour notamment savoir s'il y a des référents handicap et si c'est possible, par exemple, d'avoir un échange avec le référent handicap pour aborder la situation et avoir un petit peu un retour sur les possibilités d'adaptation et aussi sur les projections en emploi. Chez Fimeco, nous proposons des entretiens conseils à nos adhérents. Alors aujourd'hui, ce sont des entretiens conseils d'une heure et demie avec un professionnel de l'association. L'objectif, c'est de pouvoir faire un petit bilan, vous orienter, vous conseiller, si possible, mettre en relation. Et nous espérons pouvoir obtenir des financements pour développer ces actions d'entretien conseil et proposer des actions plus conséquentes. Pourquoi contacter les organismes de formation est pertinent? Pour questionner sur le référentiel de formation et les conditions d'obtention du diplôme, et aussi sur les possibilités d'aménagement et de mobilisation d'aides humaines. Il faut savoir qu'il n'y a pas automatiquement des aides humaines, et on va voir que notamment en formation professionnelle, s'il y a eu une AESH jusqu'à la fin du collège ou du lycée, qui était mobilisée par la MDPH, à partir du moment où on rentre en formation professionnelle, on ne peut plus en bénéficier. Il est important aussi de questionner les réalités en emploi. Est-ce qu'il y a des entreprises sur le secteur géographique? Quelles sont les conditions de travail? Est-ce que les employeurs sont en capacité d'aménager au profil? Souvent, les organismes de formation sont en contact avec des employeurs, à travers les stages notamment, ou via les apprentis, et ils ont quand même une connaissance du terrain qui est intéressante. Solliciter un rendez-vous, pensez à présenter donc les GEVASCO et les autres bilans récents. Est-il possible de réaliser aussi une enquête auprès d'étudiants, de stagiaires, d'apprentis, ce qu'on appelle une interview ou tout simplement un appel téléphonique, en tout cas de les rencontrer pour avoir leur retour, savoir comment ils vivent leur formation. Il peut être intéressant aussi de réaliser des interviews auprès d'employeurs pour connaître leurs conditions de travail et leurs possibilités d'adaptation. Quelles sont les réalités du métier? Parce que des fois, entre la vision d'un métier et la réalité du métier, il y a des différences. Et puis, des fois, on choisit un métier par rapport à une activité,
mais pas forcément, par exemple, aux horaires, au rythme de vie, au salaire. Il y a pas mal d'emplois, par exemple, qui peuvent être avec des horaires décalés. Euh, il y a des emplois sur lesquels il est très difficile d'avoir des temps partiels. Donc, toutes ces questions-là peuvent être posées en amont pour définir le projet professionnel. Il y a la nature de l'activité et les conditions de, du travail. Est-il possible de réaliser une immersion, c'est-à-dire un petit stage, même quelques heures ou une journée? Et bien sûr, tous les établissements organisent des journées portes ouvertes, donc c'est très intéressant d'aller dans les murs, échanger avec les professionnels. Tout d'abord, la formation initiale. Donc, je rappelle, formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture. Donc, école, collège, lycée, on reste dans des formations qui sont supervisées par le rectorat. Donc, en formation initiale, on peut bénéficier des compensations de la MDPH et notamment ce qu'on appelle les AESH, les accompagnements d'élèves en situation de handicap. Donc, ce sont des aides humaines qui viennent compenser les besoins des élèves. La problématique en formation initiale, c'est qu'il est très rare qu'il y ait des stages longs ou vraiment des stages pratiques. Donc souvent, quand on sort de formation initiale, on manque d'expérience. Et puis des fois, on a l'habitude que des activités soient compensées par les AESH et quand on arrive en poste et qu'il n'y a plus d'AESH ou quand on arrive en formation professionnelle en alternance, par exemple, et qu'il n'y a plus d'AESH, ça peut être compliqué. Donc, le conseil, c'est de réaliser des enquêtes métiers pour aller vers la bonne activité, la bonne entreprise, donc en amont de la réussite du diplôme et de l'entrée en poste. Si possible, de réaliser des stages, de bien choisir ses stages et pourquoi pas de réaliser des stages complémentaires. Une fois le diplôme en poche, si le jeune notamment éprouve des difficultés à s'insérer dans l'emploi et à se sécuriser en emploi, sachez qu'il existe un dispositif qui s'appelle le CEJ, le contrat d'engagement jeune, qui est donc une série de mesures mises en place depuis 2020, de mesures vers l'emploi pour tous qui peut être mobilisé entre 16 et 25 ans par France Travail, les Cap Emploi et les missions locales. C'est un accompagnement de plusieurs mois intensif vers un emploi, une formation, un parcours d'insertion. Et il y a une petite contribution financière pour pouvoir justement mener à bien cette action. Pour les personnes qui bénéficient d'une RQTH à jour, le CEJ peut aller jusqu'à 29 ans révolus. C'est un dispositif qui peut être intéressant pour réaliser une transition entre le moment où j'ai mon diplôme et le moment où je rentre en emploi, ou bien si je me rends compte à l'issue de mon diplôme que j'ai besoin de retravailler mon projet ou de retravailler un projet, c'est une piste. En formation professionnelle, donc comme je vous le disais, attention, en formation professionnelle, il n'est plus possible de bénéficier des aménagements NDPH. Donc, il n'y a plus d'AESH. Ça a été le cas de Léa. Léa, elle est rentrée en parcours de CFA. Et quand elle était arrivée au CFA, donc, elle n'avait plus d'AESH, de ce qu'elle appelle une AVS. C'est l'ancienne intitulée. C'est le CFA, Madame Robert qui était dans la vidéo, qui a su mobiliser les ressources pour recruter une aide humaine. Et Léa a pu avoir une aide humaine tout au long de sa formation. Mais ça a été à l'initiative du CFA qui a su comment mobiliser les aides de la GFIP notamment et qui a su mobiliser le Cap Emploi en amont. En fait, le parcours, ça a été je mobilise le Cap Emploi et le Cap Emploi mobilise la GFIP et FIMECO en l'occurrence, et c'est pour ça qu'il y a eu autant d'acteurs. Donc, les organismes de formation professionnelle mobilisent leur propre financement. Cela peut prendre du temps. Il convient donc d'anticiper. Donc, même avant, l'année d'avant, d'intégrer l'organisme de formation. Les démarches sont facilitées, bien sûr, quand la RQTH est valide, donc quand le dossier MDPH est à jour et que le jeune apprenti rentre déjà avec une RQTH valide. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas automatique. S'il y a un dossier MDPH en cours, il faut quand même faire une demande de RQTH à partir de 16 ans.
Il est possible de mobiliser de nombreuses aides à destination des organismes de formation et des employeurs, les prestataires comme Fimeco, mais il y a d'autres prestataires en fonction de la situation de handicap, des aides financières comme une aide au tutorat ou une reconnaissance de la lourdeur du handicap qui a été évoquée par le Cap Emploi dans la vidéo de Lisa, qui permet d'apporter une aide financière pour compenser les difficultés, pour aider l'employeur à compenser les difficultés du salarié sur son poste. Il est possible de mobiliser également un médecin du travail en début de formation et le référent handicap. C'est ce qui a été fait notamment dans la situation de Léa. Avant de commencer à travailler chez son employeur, elle a vu un médecin du travail qui a établi la liste des préconisations. Et c'est vrai que c'est assez précieux, c'est sécurisant de faire cette visite en amont. Les MFR ont un statut un petit peu particulier. Elles peuvent proposer des formations initiales avec alternance. Donc, pardon, les MFR, c'est maisons familiales et rurales. Elles peuvent proposer des formations initiales avec alternance, mais attention, il n'y aura pas d'AESH en emploi. J'ai eu la situation d'un jeune qui avait toujours eu des auxiliaires de vie scolaire et quand il est rentré donc en MFR, il avait son auxiliaire en cours, mais en emploi, par contre, il y avait personne et il en avait besoin. Il avait des troubles du spectre de l'autisme et son autonomie était limitée. Donc, il avait besoin de cette aide-là. Donc, il a fallu que l'employeur mobilise des financements pour recruter une aide humaine. Donc là, c'est pareil, ça n'a pas été anticipé, ça a pris des mois, on a pris pas mal de retard et ça a été une cause de souffrance de part et d'autre. D'où l'importance, encore une fois, d'anticiper. Et donc, il peut y avoir aussi dans les MFR des formations professionnelles à proprement parler. Je rappelle donc que nous proposons des entretiens conseils à nos adhérents. L'adhésion annuelle est de 10 euros et quand vous adhérez, nous vous envoyons un message pour vous proposer un entretien. En fonction de votre situation et de vos besoins, nous allons vous orienter vers tel ou tel professionnel. Et actuellement, nous préparons des dossiers de subvention afin de pouvoir financer des entretiens conseils plus conséquents, plus d'heures d'entretien conseil pour aider les familles et faire de la coordination et pour mettre en place des temps d'entraide. Notamment, nous voulons développer des cafés qui permettront de se rencontrer avec les familles, avec les organismes de formation, avec les employeurs et de pouvoir favoriser ensemble l'insertion et le maintien dans l'emploi dans des situations de handicap cognitif. Un dernier point qui fait appel à un rappel de notre webinaire numéro 6, parce que quand on parle d'insertion professionnelle, et notamment quand on parle de comment je vais me présenter en organisme de formation ou quand je cherche un stage ou une alternance auprès d'un employeur, dois-je évoquer la situation? Dois-je évoquer la situation de handicap? Et comment en parler? Alors, dois-je en parler sur le CV directement? Dois-je en parler en entretien? Sur le CV, on ne le conseille pas parce qu'on estime que ça peut être discriminant et que il est important qu'il y ait une égalité des chances. En revanche, en entretien, oui, mais en revanche, il faut le faire au bon moment et de la bonne manière, parce que le but est toujours de valoriser sa candidature. Et des fois, on peut avoir une tendance à énoncer ses difficultés et ses besoins, ce qui peut être un critère, être un peu effrayant. Nous avons réalisé ce webinaire avant l'été. Il est accessible sur notre site et sur notre page YouTube. Donc, pour consulter notre mini-webinaire sur notre page YouTube, les partages de la Sophie Meco, vous pourrez y accéder directement aussi via notre site internet www.fimeco13.fr. Le prochain mini-webinaire aura lieu le 24 octobre de 13 h à 13h30. Son titre, se positionner efficacement auprès d'un apprenant en situation de handicap cognitif. Ce mini-webinaire sera destiné aux accompagnants professionnels, aides humaines, enseignants et formateurs. Le contenu, réfléchir à son positionnement pour favoriser la communication, la compensation et la prise d'autonomie, notamment favoriser le développement de la métacognition, mettre en œuvre des outils d'accompagnement, notamment la méthode SMART. Et il sera animé par Canel Pussler et Laurie Prévota, qui sont toutes les deux psychologues, neuropsychologues. Nous sommes actuellement en train de réaliser les démarches pour pouvoir devenir organisme de formation et proposer des actions de formation dans un avenir proche.
Merci de votre attention. Si vous souhaitez nous contacter et être informé des prochains mini-webinaires, vous pouvez nous contacter via notre feuillet de renseignement sur notre site internet ou via l'adresse contact@fimeco13.fr. Merci et bonne journée.